Ah ouais, belle devanture. Ah, bonjour et bienvenue à l'atelier dans cet épisode suédois. Ici devant moi j'ai un superbe fusil 1815-38 d'infanterie et donc je l'ai présenté très brièvement dans un des premiers épisodes de Block on a Range qui était horriblement illuminé. Qui était fait plus ou moins spontanément. J'avais montré deux façons de tirer un fusil à silex avec un canon lisse, plutôt en vue d'un tir sur cible, donc avec une balle du bon calibre, bien serrée dans le canon. Et suite à ça, j'ai réfléchi et je voulais savoir de quoi était capable une telle arme avec les moyens d'époque. Donc, sans préparation pour le tir, pas de nettoyage, avec des munitions réglementaires, donc une cartouche en papier, avec une balle vraiment sous-calibrée, à une distance de combat typique de l'époque, donc plus ou moins 50 mètres. Juste pour voir qu'est-ce qu'un fantassin de base pourrait faire avec un tel fusil. Bon, que ce soit un fusil anglais, français, américain ou autrichien, c'est pas vraiment, il n'y aurait pas vraiment de différence. Donc voilà, j'ai celui-ci, donc c'est ce que je vais utiliser. Le fusil lui-même, donc ayant essayé beaucoup tiré avec le Brown Bess et le français 1877, c'était un modèle de dragon, je peux dire que celui-là est vraiment au-dessus des autres. Au niveau design, performance, je vous dis, ça, il n'y a pas beaucoup d'influence, mais en termes de solidité, de design, celui-là, c'est vraiment le top pour l'époque, à mon avis. Il a été développé à une période assez intéressante pour la Suède, car si on considère que le développement de telles armes était en fait fait par petit développement, donc il n'y avait pas de système de changement révolutionnaire, c'était pas comme s'il y avait une transition à la percussion par exemple. C'était vraiment, il y avait un modèle antérieur qui avait quelques différences cosmétiques, mais fondamentalement il n'y avait pas beaucoup de différences. Donc il ne fallait pas beaucoup de temps pour introduire une nouvelle arme. Donc si la première de la famille, donc 1815, si on considère que peut-être vers 1810, il commençait à tripoter avec quelques petits changements. C'était une période où il y avait un changement de dynastie en Suède. Donc le roi Charles XIII était très malade et il n'y avait pas de descendance non plus. Donc la Suède avait besoin d'un nouveau roi qu'il fallait qu'il trouve quelque part. Apparemment, il n'y avait pas beaucoup de candidats en Suède, et ils ont choisi parmi tous le maréchal Jean Bernadotte, qu'ils ont invité, donc premièrement pour être régent, et ensuite, suite au décès de Charles XIII, est devenu donc Charles XIV Jean de Suède. Et la famille, donc la dynastie, est encore vivante de nos jours, la famille royale suédoise est descendue encore lié directement à Jean Bernadotte. Et donc Jean Bernadotte était, donc, comme j'ai dit, maréchal de France, donc un homme de guerre, très habitué à voir ce type d'armes. C'était aussi un grand administrateur, donc il avait des tâches d'administration en Prusse, à Hanovre, entre autres, aussi en Italie. Et il a participé à Austerlitz, à la bataille de Jena, et la bataille de Lübeck, qui a suivi directement après, où les Prussiens ont été écrasés. Et il y avait aussi un petit contingent de soldats suédois, et apparemment ils ont été capturés sous Bernadotte, et ils ont été tellement bien traités qu'ils quand ils sont rentrés à Suède, c'est resté en tête, ils ont donné leur retour de captivité, et ça a joué en partie un rôle pour sélectionner Bernadotte comme candidat pour la régence et la couronne de Suède. Et aussi, bien sûr, cette capacité d'administrateur
qui était déjà connu et apprécié. C'était aussi un caractère assez indépendant, donc il n'avait pas peur de contredire ou d'ignorer même parfois les ordres de Napoléon direct, donc il y avait quelques frictions entre les deux. Donc apparemment Napoléon n'était pas du tout, disons, concerné quand Bernadotte lui a annoncé cette candidature. Il a simplement dit de faire ce qu'il voulait. Et plus tard, ça lui est revenu dans la gueule, puisque justement, il avait cette... comment dire? Il croyait que Bernadotte aurait l'obligation, plus tard, d'obéir ou de coopérer avec Napoléon, mais en fait, une fois que Bernadotte était installé en Suède, il s'est dédié à la Suède, il n'avait aucune allégeance vers la France ou vers Napoléon. Je recommande fortement d'ailleurs de lire sa biographie. Même l'article sur Wikipédia est assez bien composé. Donc c'est un personnage assez intéressant. Donc là j'ai un peu divagué. Mais je voulais simplement dire que ce fusil a été développé donc, sous la régence de Bernadotte. Et à mon avis, ça joue un rôle sur le design de ce fusil. Donc c'était un homme qui avait beaucoup d'expérience de la guerre avec ce genre de fusil. Donc je ne vais pas dire qu'il était directement responsable, ça c'est bien sûr que non, ça sera développé par les arsenaux, mais bien sûr ça sera présenté, ça lui sera présenté, il pourrait donc influencer directement la composition du fusil. Et voilà, j'aimerais bien croire que c'est en partie grâce à ça que c'est devenu vraiment une arme excellente. Donc, commençant au niveau de l'embouchoir, on a une baguette forme tulipe. L'embouchoir, la grenadière et la capucine sont retenus par des ressorts, donc à la française. Toutes les garnitures sont en laiton. Et en fait, si on considère le climat, surtout à l'époque en Suède, c'est pas du tout surprenant. C'était sans doute le meilleur choix pour pas avoir de corrosion, ou minimiser la corrosion en tout cas. Donc là, le battant de grenadière est tout simplement pivoté sur un axe, une vis qui traverse le fût. Rien de compliqué. Et là, l'épaisseur de la capucine comparée à ma main, là. Vraiment, le canon est vraiment bien ancré. Voilà le battant du pontet. C'est aussi tout simplement passé dans une encoche du pontet. Et voilà, rien de compliqué. La plaque de couche est aussi en laiton. Donc, une première chose remarquable, la qualité de la platine. J'enlève là. Voilà. Donc elle est vraiment construite pour durer éternellement, presque. Les ressorts sont d'une finition exceptionnelle. Profilés. Intérieur, extérieur. Donc il n'y a pas d'angle cassant, comme il y a souvent. Ici le petit ressort de la détente, mais celui-ci est de toute façon très peu sollicité. Il y a donc un crochet de chien, donc une sûreté si vous voulez. Il y a aussi un cran de sûreté sur la noix, mais j'ai entendu dire que des fois il n'y est pas, ou il est vraiment tellement fin qu'il ne sert à rien. De toute façon, la consigne d'époque était d'utiliser le crochet de sécurité lors du chargement. Donc on mettait tout simplement... Hop, voilà. Vous voyez ici que l'ajustage est parfait, encore. Donc là, on pouvait alimenter le bassinet, ou pas, comme vous verrez plus tard. Et donc, une fois qu'on était prêt pour tirer, il suffisait simplement d'armer le chien complètement. Et l'éperon, ici derrière, vient juste toucher le haut du crochet. Alors, un petit peu pour le faire basculer. Et ensuite, il y a la mise à feu normale.
Donc ça, c'est une particularité des armes de Scandinavie, Norvège, Suède et le Danemark aussi. Donc ils ont conservé ce crochet de chien bien après que ce soit considéré comme dépassé. En France, en Angleterre, Espagne, tout ça. Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'était plus une sécurité considérée plus sûre ou plus visible. Et elle a persisté jusqu'à l'époque de la percussion. Donc, une autre caractéristique assez intéressante est la forme du bassinet et du couvre-bassinet. Donc vous voyez là, il y a un profil convexe. Oui, convexe. Et donc on voit mieux de ce côté-là. Et le bassinet a une creusure. Et ce qui fait qu'il y a un rebord, donc sur la périphérie du couvre-bassinet, qui chevauche le bassinet, comme ceci. Donc devant, derrière, et aussi sur le bord ici. Donc ça veut dire qu'il y a une assez bonne protection contre l'infiltration d'eau. Donc bien sûr, si on submerge, ça va pas empêcher l'infiltration, mais lors de la pluie, ça devrait conserver le pulvérin assez sec. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit sur les armes civiles, donc de tir ou de chasse, mais c'est pas vraiment fréquent sur les armes militaires. Aussi, je vais essayer de vous montrer aussi, vous pouvez apercevoir, sur la surface de la batterie n'est pas uniforme. En fait, ils ont cimenté une plaque d'acier plus dure sur la surface de la batterie, ici. Elle fait à peu près 2 mm d'épaisseur, donc je ne vais jamais l'épuiser. Et en effet, encore aujourd'hui, elle donne des excellentes étincelles. Voilà, donc ça c'est la platine. Aussi le profil bien stylisé du chien est aussi particulier. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ça. C'est un style qu'on voit parfois sur les les pistolets de tir britanniques de l'époque. En tout cas, je trouve ça très élégant. Ensuite, l'autre particularité est une hausse. Quelque chose qui, dans certains cercles de compétition, disent que ça n'existait pas à l'époque. Eh bien, si, vous voyez, clairement. Donc celle-ci, c'est, comme j'avais dit, c'est le modèle 38. Et le modèle 38, ça veut juste dire qu'ils ont remplacé la hausse intégrale avec la queue de culasse avec une pièce indépendante qui est en fait fixée à l'avant du bouchon de culasse. Donc pour l'enlever, il faudrait déculasser. Donc je la laisse comme telle. Quelqu'un à une époque a visiblement essayé de l'enlever, puisqu'il y a quelques impacts ici, et puis c'est un peu branlant. Donc lors du tir, il faut que je fasse bien attention que ça soit dans une position, et la remettre si jamais je la bouscule. Donc bien sûr, ça donne un avantage considérable lors du tir. On a toujours un point fixe. Au lieu de essayer de prendre un point de repère sur son pouce ou sur la vis. En parlant de vis d'ailleurs, vous remarquerez que la vis du bouchon de culasse est inversée. Donc elle est passée avec la tête en dessous, au niveau du pontet. Et ça, bien sûr, c'est pour libérer la vue à la hausse. Surtout à celle d'origine qui était un peu plus basse. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'on aperçoit parfois dans les arquebuses à mèche. Et c'est intéressant de voir conserver ici, peut-être même un siècle plus tard. Voilà. Ensuite, la cartouche d'époque. Donc voici le modèle suédois. Je remercie Erwin Flatness de Svartkrut.net pour avoir recherché un peu le style utilisé à l'époque.
Et donc je vais vous montrer là comment la refaire. Donc ici il manque la graisse sur la balle, mais sinon c'est conforme à ceux d'époque. Alors pour confectionner la cartouche, c'est en fait très simple, surtout comparé aux autres cartouches que je fais, Chassepot, Dreiser, etc. Alors il faut commencer avec une enveloppe, ça c'est du papier craft. Voici les dimensions. Ça, je les ai simplement déterminées en testant un peu. Ce que je voulais faire, c'était de respecter la condition d'époque qui était d'avoir 3 épaisseurs de papier autour de la balle. Et ensuite, il faut assez de place derrière pour la charge. Ensuite, la longueur, on peut toujours tailler l'excès. Alors ça, il faut... Moi, j'utilise 2 balles pour faire la cartouche. Une va rester dans la cartouche, l'autre sert juste pour le formage. Et un tube qui va me servir de mandrin. Alors, les balles sont un diamètre de 17,5 mm. La lame du canon est 18,5. Donc, il y a 1 mm de jeu. C'est normal. Donc ça va être en fait comblé par le papier. Donc ça fait 17 mm. J'ai taillé le bout d'un manche à balai à madame. Elle ne s'en est jamais aperçue. Enfin, donc commençons. On met simplement la bille au bout du mandrin. Il faut laisser un peu de place devant puisqu'on va le cintrer et mettre un nœud. Donc je mets plus ou moins un joint avant. Ensuite on peut rouler. Voilà, pour que tout ça reste en place pour faire le nœud, je vais cintrer ça juste avec un câble. On pourra aussi couper le fromage avec. Ah, c'est pas facile avec la caméra devant. Allez. Plus haut. Et tout joué. Hop. Voilà, bien cintré. Ensuite, on prend un peu de ficelle, non plastifiée, bien sûr. Et on fait un nœud d'artificeur ou de batelier, comme vous voulez. Alors, je vais essayer de faire ça comme ceci. Alors, que je m'en souvienne. Ça va monter par-dessus, faire le tour et être inséré entre les deux boucles du haut. Et voilà. Ça va beaucoup mieux en français qu'en anglais. Voilà. Non, ça garde bien, c'est bien cintré et ça va pas se défaire. Ensuite, on peut couper l'excès. Donc j'utilise une pince, là c'est mieux que les ciseaux parce que quand on coupe ici, il y a quand même pas mal d'épaisseur de papier. Alors, on va couper tout ça. Et voilà. Donc maintenant, on va se recintrer en dessous de la balle. Donc pour ça, on prend la deuxième. On repasse dans le câble. Et il veut pas. Et voilà. Donc là on tire. Un garrot. On fait le deuxième nœud. Allez,
entre les deux en haut. J'essaie de garder ça en milieu de l'image. Allez! Voilà. C'est un grand coup. Et voilà, on dirait un bonbon. Maintenant on sort les deux, on va pas oublier la balle. Et on va mettre la charge de poudre. Donc la charge d'origine c'était à peu près 140 grains, donc volumétrique de poudre. Et là, comme j'utilise une poudre moderne, c'est la Suisse numéro 4. Donc 1 F et demi. J'ai réduit ça à 120 grains. Donc il y a une particularité que j'ai oublié de mentionner concernant le fusil. C'est pas visible de toute façon. C'est que la lumière est conique à l'intérieur. C'est-à-dire que, en théorie, au moins, la poudre de la charge, un petit peu de la poudre de la charge va s'écouler et se retrouver dans le bassinet. Donc il n'y a pas besoin d'alimenter le bassinet séparément. Je dis bien théoriquement. Alors voilà, on a la charge. Maintenant, il faut juste fermer la cartouche. Donc tout ce que je fais, c'est que j'appuie une paroi vers l'autre, vers l'arrière. J'aplatis. Je plie dans une première direction. Et je suis les consignes d'époque. Ensuite, je vais replier l'excès sur lui-même. Et je le replie en avant. Et voilà la cartouche presque prête à l'endroit. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de tremper jusqu'au deuxième nœud dans de la graisse. Et ensuite, ce sera prêt à utiliser. Donc, je vais préparer encore quelques cartouches. Et ensuite, vous me rejoindrez il y a 6 mois pour tirer. So here we are at 50 meters. We have a huge target, but perfectly reasonable of what you'd be expected to hit in those days. And 9 cartridges. I fired one off as a fouling charge, and interestingly enough, it auto-primed, so a bit of the main charge trickled through and was enough to set off the main charge once I pulled the trigger. So I'll try and see if that works consistently, and if not, I've got my powder flask there just to top it up if necessary. So I'm going to be curious to see how well these do. Now, for those sticklers for originality, I'm not going to use the main ramrod because although it's original, it's unfortunately for a shorter musketoon. Therefore, if I did use it, I couldn't load the ball all the way down, so unsafe. Therefore, I'm going to have to use this modern equivalent. Typical once the camera's rolling.
Noticeable heat haze now. Actually, I'm amazed that it fired, including the other fouling shot, 10 shots in a row without misfiring. She's awesome. Now, let's see what happened up there. Okay, that's not bad at all. So we've got 3 that are already there, those 2 there and that one up there, and that leaves us with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So those are in a strip about half a foot wide over probably 1.5 feet tall. So definitely a torso of a man, and at 50 meters that was perfectly adequate for the warfare at the time. And that was a relatively speedy series. Obviously back in the day they would be drilled to be somewhat more efficient, and they would be priming before loading. So once the bullet was stuffed and ramrod housed, they were ready to go.